Alors sur la démarche de progrès, Raymond Girardi, sur la question de l'orientation à donner à la recherche et au développement, est-ce que finalement, en ayant entendu tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'il n'y a pas l'idée qu'il faut aussi peut-être changer d'état d'esprit et peut-être carrément réorienter la recherche, hein, pour peut-être sortir de cette dépendance aux produits phyto d'origine chimique? Bien sûr. Disons, il faut rappeler que l'agriculture d'aujourd'hui, celle qu'on vit aujourd'hui dans toute sa dimension, avec tous ces modes de production un petit peu différents, ça revient de loin. Ça vient d'une époque où il y avait pénurie en France, n'est-ce pas, hein? On ne produisait pas assez pour couvrir les besoins. Et l'État a proposé, il y a 70 ans ou 80 ans, il faut relever le défi, et on s'est lancé dans ce développement puissant, si on peut dire, et de productivisme de l'agriculture pour couvrir un besoin. Qui était nécessaire à l'époque. Qui était nécessaire. C'était une vraie question, et il fallait la résoudre. Et puis chemin faisant, je crois que la machine s'est un petit peu affolée, n'est-ce pas? Et on a fait que, il faut bien dire les choses comme elles sont, hein, certaines multinationales, de produits phyto, n'est-ce pas, des variétés, sans doute, se sont un petit peu emparés du marché, n'est-ce pas, et ont imposé petit à petit leur vision de l'avenir, et puis côté business, n'est-ce pas, qui leur a apporté beaucoup de milliards. Et ceci dit, donc, dans ce cheminement, effectivement, il y a des agriculteurs qui se sont interrogés, il y en a qui sont ici, voilà, qui se sont remis en cause il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, en disant on va peut-être dans le mur, et puis d'autres qui se sont pas posé la question et on continue. Donc voilà un petit peu l'évolution de la situation. Aujourd'hui, on est en train de payer un peu la note de 50, 60 ans d'orientation ultra-productiviste et qui amène au drame que l'on vit sur l'espèce qu'est l'abeille. Mais il y en a d'autres également, il y a des espèces qui disparaissent. Hein. Rien n'est perdu pour autant. Hein. Rien n'est perdu pour autant. Parce que vous parlez de l'orage. Non, oui. Ce que je dis n'est pas pessimiste, c'est un constat. La situation est ainsi, il y a des espèces qui ont disparu, n'est-ce pas, voilà. Seulement ça s'est un peu moins vu, parce que si l'abeille disparaît, ça va se voir, ça va se ressentir. Il y a d'autres espèces, notamment végétales, qui disparaîtraient, puisque la pollinisation par l'abeille est vitale. Donc aujourd'hui, il faut penser les choses différemment. Je crois qu'effectivement, alors, ça ne va pas se faire en quelques années, mais ça peut aller assez vite. Je crois qu'il faut repenser la recherche. Il faut effectivement que les pouvoirs publics, et là ça dépasse la dimension du Lot-et-Garonne, n'est-ce pas, même si on le revendique, c'est de dire il faut réorienter la recherche, et notamment la recherche publique. Je ne jette pas aux oubliettes la recherche privée, mais ils ont une certaine tendance à passer... D'abord s'intéresser à leurs intérêts. Oui, à leurs intérêts. On peut comprendre. Légitime. C'est légitime, mais la recherche publique est différente, c'est un état d'esprit différent. Et moi je suis très optimiste. Je suis très optimiste, je crois qu'effectivement, en quelques années, il y a des petites choses qui arrivent, on parlait de la pomme tout à l'heure, vous savez, au niveau de la pomme, la tavelure, c'est l'enfer de la pomme, voilà, c'est une maladie, et il y a des variétés qui arrivent aujourd'hui, et qui sont très très résistantes à la tavelure, il n'y aura plus besoin de traiter. Donc, il faut donner mission à la recherche publique, ça demande de l'investissement, voilà, il faut y mettre des sous dans un premier temps, mais qui auront des retombées fantastiques pour les êtres humains, pour les êtres vivants, et puis pour l'agriculture bien sûr, pour qu'effectivement au niveau variétal, parce que toute la recherche qui a été produite depuis des dizaines d'années, c'est une variété produit plus, on se soucie pas trop du goût d'ailleurs un petit peu, et après les firmes phyto nous régleront le problème des insectes, en fait, des parasites et des maladies. Bien. Donc il faut penser les choses différemment. Aujourd'hui il faut travailler sur deux qualités au niveau des variétés à venir, résistantes aux maladies, résistantes aux parasites, et qui soient bonnes, parce que si on fait des fruits et légumes, c'est pour avoir plaisir de les manger, n'est-ce pas? Le côté gustatif est très important. Donc je crois qu'effectivement, il faut investir massivement dans la recherche publique pour arriver, moi je suis très confiant, hein, dans les 10 ans à venir, on peut arriver à régler le problème. Et puis est-ce qu'on a le choix? Moi je crois que non. Donc c'est pas parce qu'on est obligé de le faire qu'il faut le faire. Mais je dirais, on n'a pas trop le choix quand même. Il faut apporter ces solutions et je pense que la planète Terre peut rebondir, arriver à couvrir des besoins alimentaires de notre planète en limitant au maximum, évidemment, tous ces produits phyto qui sont extrêmement toxiques.
que l'on peut se passer pour certains, mais vous savez, il y a l'agriculture bio, bon, voilà, pour ceux qui connaissent bien. Après, il y a l'agriculture raisonnée, et puis très productiviste. Voilà, il y a ces formes d'agriculture, mais je crois qu'au travers de la recherche et la science, il faut faire confiance à nos chercheurs, et effectivement, on va régler le problème. Avec la volonté de réorienter les choses, effectivement. Bien sûr. Paul Fert, vous avez entendu les propos de Raymond Gérardi. S'agissant de mesurer l'impact de l'utilisation des produits phyto, vous m'avez dit, et ça m'a gratté l'oreille, c'est difficile d'y voir clair quand même, quant à l'impact réel, mesurable. Et vous avez ajouté, il faut faire confiance aux chercheurs parce que la recherche progresse. Oui, tout à fait. Enfin, on parlait là de dépendance aux produits phyto, par exemple. C'est jamais bon, je pense. Il y a, à plein de niveaux. Une dépendance au niveau économique, ça pose un problème. On le voit quand il y a une évolution de la législation. Par exemple, ça a été le cas dernièrement avec la betterave et une demande de dérogation pour continuer à utiliser un néonicotinoïde. Si demain ce produit est soit interdit ou soit n'est plus efficace, toute une filière s'écroule. Donc d'un point de vue agronomique, c'est quelque chose qu'il faut remédier. Et je pense que la recherche commence et accélère à ce niveau-là. Et il y a aussi bien sûr, au niveau de l'image, c'est jamais très bon d'utiliser des produits comme ça. J'aime bien regarder, on a un très bon exemple par exemple dans la région, ce qui se passe au niveau de la zone atelier Plaine et Val de Sèvres, un territoire de 450 km². Plaine de Chizé, hein, c'est ça? La plaine de Chizé, exactement, où on connaît parcelle par parcelle les antécédents, l'historique, la dose aussi d'intrants qui a été apporté. On sait aussi où étaient les colonies d'abeilles, etc. Et alors, on mesure bien à chaque fois qu'on change un paramètre quelles sont les conséquences. Et il y avait une très bonne étude, par exemple, dernièrement, il y en a beaucoup, mais là, on avance dans la finesse au niveau des connaissances scientifiques et techniques. Par exemple, utilisation de moins d'intrants, que ce soit des herbicides ou de l'azote, par exemple, permettait à l'agriculteur de tirer un meilleur revenu tout en maintenant des rendements équivalents. Et ça, c'est quelque chose qui est bon pour son confort de travail à lui, agriculteur, pour son porte-monnaie, pour la biodiversité dans laquelle va se retrouver effectivement l'apiculteur. C'est du gagnant-gagnant. Ce que vous décrivez là, Paul, c'est l'agriculture de précision finalement. Exactement, que ce soit après conventionnel ou biologique, finalement, si on peut diminuer les intrants, c'est toujours quelque chose de positif. Et voilà, je pense que c'est pas quelque chose que fait de manière... Enfin, c'est pas quelque chose qui satisfait l'agriculteur quand il doit intervenir. Il doit utiliser son tracteur, potentiellement manipuler des produits qui peuvent être dangereux pour lui, pour l'environnement. Et c'est jamais fait, je pense, de gaieté de cœur. En première partie du débat, on a pas mal parlé de cette nécessité de diversité comme élément favorable pour préserver les uns et les autres. Précisément, comment est-ce qu'on peut favoriser l'introduction de plus de diversité, des modèles d'exploitation, des cultures, comment les choses s'opèrent s'opère avec justement cette recherche qui progresse, le soutien technique, l'animation, le travail des techniciens divers et variés, chambre d'agriculture, association de développement, il y a des très bons sites de l'INRA, du CNRS qui avancent là-dessus, l'Institut technique de l'apiculture et de la pollinisation. Et je pense que le curseur est en train d'avancer tranquillement vers quelque chose un modèle agricole un petit peu plus raisonnable, j'ai envie d'y croire. Merci. Mais on avance pas à pas, comme on l'a dit, c'est du temps long. C'est du temps long. On ne change pas un modèle en claquant des doigts. J'imagine que Yannick Pipineau sera d'accord avec ce propos, évidemment. Guillaume Anténor, un mot sur les sources de motivation, c'est-à-dire quel est l'élément déclencheur qui à un moment donné fait que sur un territoire comme le vôtre et dans le contexte qui est le vôtre, qui fait qu'à un moment donné il y a un acteur ou plusieurs acteurs qui décident de s'engager dans la voie de la collaboration. Est-ce que pour ce qui vous concerne, s'agissant notamment de la coopérative Limdor, est-ce que ça a d'abord été, comme l'évoquait Pierre-Philippe, une question d'image finalement des arboriculteurs qui avaient besoin de redorer leur blason au départ? C'était ça l'élément déclencheur? Alors, bon, peut-être avant de répondre plus précisément à cette question, parce qu'on va rentrer dans le dur des initiatives concrètes qui fonctionnent, mais juste pour abonder dans ce qui a été dit par M. Gérardi, mais aussi par Paul Fert, on a parlé de la recherche. Je voulais juste
repréciser qu'avant, effectivement, de réorienter la recherche, il s'agirait d'abord de la financer. Je voulais réinsister là-dessus parce que nous sommes, nous, associations de développement, en collaboration étroite, directe avec des instituts de recherche qui viennent d'être cités par Paul Fert, et que ces instituts, nous sommes aussi en train d'essayer de les sauver puisqu'ils manquent de financement. Donc ça, je tiens à le dire, c'est pas seulement une réorientation politique, c'est une question de volonté politique de financer, et c'est vrai aussi au niveau de l'agriculteur lui-même, qui, devant l'injonction sociétale de passer en bio notamment, se retrouve dans des impasses techniques terribles, et à qui on vient en plus par la suite demander de faire des traitements la nuit avec tout ce que ça impose en contraintes, etc., etc. Et bien que ça soit bon pour les pollinisateurs au niveau humain et social, on voit bien que le manque de moyens mis en amont engendre, si vous voulez, des situations qui ne sont pas réglables sur le terrain, et surtout engendre des réactions et si vous voulez, des réactions arbitraires de combat. Et tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure découle de ça. C'est-à-dire que ce sont ces logiques qui nous amènent à nous opposer finalement en bout de chaîne. Et ces logiques, elles partent de quoi? Alors, je vais aller un peu plus dans le dur de cette question. Elles partent de quoi? Elles partent d'une demande consommateur, certes. On l'a dit, une pomme qui résiste à la tavelure. Bon, très bien. On parle d'image, parce qu'une pomme sans tavelure, c'est beaucoup plus joli, n'est-ce pas? C'est plus joli sur un écran de télévision, notamment. C'est plus joli, voilà. Donc, il y a une éducation du consommateur à faire. Et nous sommes en retard en France, comparé à pas mal de voisins, notamment du nord de l'Europe, sur cette question. Et si demain les Allemands décrètent que la pomme tavelée est le nec plus ultra, eh bien je connais plus d'un pommiculteur qui seront soulagés de ce changement d'orientation des consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ces logiques-là aussi en aval de la filière qu'il s'agit de changer. Et quand on parle de réorientation et quand on parle de financement, il y a effectivement un travail au niveau des chaînes de distribution, au niveau de l'image qui est donnée en publicité notamment de nos produits qui doivent être parfaits. Et c'est le cas aussi pour le miel, parce que cet attrait pour le miel d'acacia, il vient d'où? Il vient du fait que c'est un miel qui a finalement peu de goût comparé à la gamme totale et complète de miel, et qui va être facilement comparable à un miel industriel que l'on trouve à bas coût sur nos rayons et nos étalages de grande surface, homogénéisés pour satisfaire au plus grand nombre. Et c'est cette uniformisation, si vous voulez, permanente de nos produits qui vient tuer nos terroirs et imposer à nos agriculteurs de travailler contre leur propre environnement. Voyez, pour satisfaire à une demande. On dépasse de loin la problématique apicole, là, du coup. Non, ce que je veux dire, c'est que la demande doit être traitée si on veut résoudre les problèmes de l'offre. Voilà. Ça, c'est une chose, la demande, ça s'instruit, et il serait bien irresponsable de laisser toute la responsabilité en mode, écoutez, chacun est responsable de ses choix, chacun est libre de faire... Non, non, l'éducation, ça existe quand même. On a la responsabilité d'orienter nos enfants vers une éducation du goût, notamment. Voilà. Bon. Alors, pour aller dans le dur, effectivement, il y a des réactions des consommateurs. Et ces réactions des consommateurs, elles peuvent amener à parfois des médiatisations à grand spectacle et qui proposent j'ai envie de dire, des procès à charge très peu documentés pour la plupart, puisque imposés toujours par des formats télévisuels et autres, et qui font que d'un seul coup l'agriculteur, et même j'ai envie de dire le paysan, parce que pour moi c'est un mot qui a beaucoup de valeur, est responsable de tous les maux au niveau écologique, alors qu'il est en bout de chaîne, je viens de l'expliquer. Et puis une coopérative comme Limdor va subir médiatiquement, en termes d'image, un certain nombre de représentations liées à ces reportages ou autres à charge. Alors, finalement, on a envie de dire, ok, bon, ces reportages sont à charge, c'est les pauvres agriculteurs, les pauvres victimes. Ben non, ils ont encore de la résilience, ils ont encore de la ressource, et là, ils décident de prouver qu'ils sont capables de faire des pommes sans tuer les abeilles. Vous voyez, c'est beau quand même, hein, parce qu'ils pourraient très bien soit baisser la tête et dire encore une fois on me tape dessus, soit non, ils décident d'aller dans cette démarche-là, et puis pourquoi pas d'en tirer profit.
Parce que tant qu'à faire, on va aussi faire du miel. Vous voyez, on va aussi vendre du miel, puis on va installer des gens. Et on va s'inscrire de ce fait-là sur les 3 piliers du développement durable. C'est-à-dire qu'il y a du social, il y a de l'environnemental, hein, et il y a de l'économique. Donc, si vous voulez, les démarches vertueuses, paradoxalement, peuvent partir d'accidents comme ça, et de moments difficiles. Et là, c'est aussi la volonté d'un homme et de son conseil d'administration sur une coopérative. C'est-à-dire qu'il n'a pas juste dit je vais mettre des hôtels à insectes dans mes pommiers, puis je vais faire venir des caméras, puis je vais faire taire les ONG du coin. Non. Et ça devient une vraie stratégie pour l'entreprise elle-même. Il pousse le curseur aussi loin qu'il le peut, en se basant aussi sur des amitiés fondées avec des apiculteurs locaux, etc. C'est pas il y a aussi de l'humain là-dedans, il n'y a pas que de la stratégie. Et comme ça a été dit tout à l'heure pour le vin, eh bien on teste, on essaye, on se met un cahier des charges, on communique là-dessus, et puis si ça marche, eh bien on engage, on fonde une filière. Et je vais vous dire quelque chose de très très rigolo pour les deux côtés, parce que c'est l'anecdote, c'est toujours, ça me paraît important. J'étais pas encore investi, je vais dire, sur la filière de mon territoire. Je faisais juste partie de l'ADA en tant qu'adhérent, et puis quand on a su, moi je m'installais, puisque c'est l'installation qui est en jeu de jeunes sur ce projet. Quand mes collègues ont su, certains de mes collègues dans le cadre de l'association, que je travaillais avec des pommiculteurs, j'étais celui qui, quelque part, bon, ça n'a pas été dit comme ça, mais vendait son âme au diable. Le collabo. Où était le dindon de la farce, ou ce que vous voulez, enfin bon, peu importe. Et puis c'est très marrant, parce qu'on a fait notre mielerie, qui est devenue une référence. On a une mielerie collective, qui accueille plusieurs apiculteurs, donc on a permis à des jeunes apiculteurs de s'installer, de faire une apiculture respectueuse. On vend notre miel à un prix tout à fait raisonnable, puisqu'on a cassé pas mal d'intermédiaires du fait de cette démarche, et d'un seul coup les collègues voyaient notre projet tout à fait différemment, vous voyez, parce qu'ils ont aussi constaté que dès lors que l'agriculteur avait des ruches chez lui, il faisait un peu plus gaffe. S'il fait un peu plus gaffe, les apiculteurs en bénéficient, tout le monde finalement est content. Et donc, bon, les gens sont intelligents, voilà. Vous avez même des arboriculteurs qui sont devenus apiculteurs. Exactement, c'est là où l'autre côté, qui est donc la deuxième anecdote, c'est que on assiste aussi, évidemment, dans ces pommiculteurs très disciplinés, très habitués à suivre les directives coopératives, donc ça peut être efficace pour le mauvais, mais pour le bon aussi, du coup. On fait 2000 ruches en l'espace de 4 ans sur tout le cadastre fruitier, et du coup, aurait pu subir, puisque c'est eux qui ont investi sur les ruches, et en n'ayant peut-être pas forcément toujours l'impression d'en avoir un besoin, je veux dire, indispensable. Et pour autant, ils s'y sont collés, et le fait d'avoir des abeilles, ça a complètement changé leur vision sur leur schéma de production, pour certains. D'abord, j'observe qu'il y a un peu plus de ronces sur les exploitations. J'observe que la diversité, ça devient un intérêt pour l'agriculteur. Et puis celui-là met sa vareuse pour venir voir comment ça se passe dans la ruche. On les forme dans les établissements pour qu'ils connaissent l'abeille dans la ruche. Ça fait partie de leur, je veux dire, du cahier des charges. Et pour finir, certains sont devenus apiculteurs, à la fois pommiculteurs et apiculteurs, dans ce cadre-là. Et alors là, on a gagné. Moi, j'ai gagné. Quand ça se passe comme ça, c'est-à-dire que quand je leur parle de mon métier, on parle entre producteurs, on se comprend, là, j'ai gagné. Bien, message d'optimisme encore une fois. Pierre-Philippe, toujours sur les sources de motivation, au-delà de ce que sont vos engagements environnementaux et de la belle vitrine que le travail que vous faites sur les pollinisateurs peut amener, est-ce que le fait, comme vous l'avez fait au sein des vignerons de Buzet, de vous engager dans une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que ça a été un élément supplémentaire justement pour vous convaincre de vous engager dans cette voie-là? Oui, alors vous parliez, je voulais juste corriger ce petit point là, parce qu'on parlait tout à l'heure de marketing qui pourrait laisser à penser d'un certain manque de sincérité dans l'action. On ne fait pas de la RSE par volonté d'image simplement. C'est une externalité positive de la démarche. Quand on fait de la RSE, c'est qu'on s'est livré d'abord à un exercice auquel d'ailleurs devraient se livrer toutes les entreprises, qui est de se dire quelles sont mes valeurs, quelle est ma vision du futur et quelle est ma mission par rapport à cette vision. Et donc faire de la RSE aujourd'hui, alors on parlait des 3 piliers
une soutenabilité que je qualifierais d'assez faible, d'ailleurs au demeurant aujourd'hui, parce que cette RSE va devoir évoluer un petit peu plus loin dans son inclusion. Quand on a aujourd'hui ces trois piliers, l'économique, le sociétal et l'environnemental, finalement on se rend compte qu'il y a des concessions qui sont faites de l'un des piliers à l'autre, et moi je prône aujourd'hui une démarche un petit peu plus inclusive, dans laquelle justement on ne privilégiera pas au détriment d'eux. Et donc, dans cette soutenabilité forte, on s'engage dans une entreprise, finalement, humaine, qui est une entreprise beaucoup plus contributive à son territoire, qui a une prise de conscience du bien commun. Et c'est vraiment la démarche dans laquelle moi j'ai voulu progressivement amener nos vignerons à réfléchir, c'est que en protégeant les abeilles, mais aussi en protégeant le sol, en faisant de l'agroforesterie, en travaillant les couverts végétaux, etc. Mais en protégeant les abeilles, on donnait vraiment un excellent signal de cette démarche, quelque chose de parlant pour le grand public, et en même temps, finalement, un moyen de baliser le cheminement vers des niveaux un peu supérieurs de conscience de ce que pouvait être l'entreprise. Je crois que demain, on ne peut pas tout attendre des politiques, je ne devrais pas dire ça dans cette enceinte, mais on ne peut pas tout attendre des politiques. Je pense que les entreprises ont aussi leur mission par rapport à ça, sur leur contribution à la société, à l'évolution de la société. Et donc voilà, je prône effectivement, moi, une RSE engagée, une RSE inclusive, une RSE d'une entreprise contributive au bien commun. Le bien commun, effectivement. Bertrand Ozeral, s'agissant d'amener le plus grand nombre d'acteurs dans cette démarche de progrès, et cette coexistence optimisée, est-ce qu'il n'y a pas aussi besoin de rassurer, notamment les agriculteurs d'ailleurs, à travers des dispositifs qui restent à inventer, mais qui existent déjà dans certains territoires. Je veux notamment parler d'un dispositif peut-être assurantiel qui permettrait de peut-être indemniser, garantir des pertes liées à l'abandon de certains produits nocifs pour les pollinisateurs? Oui, effectivement, c'est un exemple. On a eu l'exemple au moment des débats sur les néoniques et partout au niveau mondial, mais précisément en Europe et chez nos voisins italiens. Ils ont, dans la vallée du Pô, qui est une vallée très importante de monoculture du maïs, en fait, ils ont développé ce système assurantiel. C'est Lorenzo Furlan, un agronome, qui a réussi à convertir tout un réseau et de grandes surfaces, puisqu'en l'occurrence, on est en train de parler entre 40 et 50 000 hectares qui sont concernés par ce genre de dispositif. Et l'idée, c'était de se dire, ok, on va sortir des néoniques, donc c'est un schéma qui est préventif, qui est basé sur de la prévention, de l'anticipation du risque. Donc, et on va tendre plutôt vers du curatif à un moment précis sur exploit, et puis surtout à un ensemble de cortèges de méthodes qui permettent de se passer de ces néoniques. Par contre, ou néanmoins, ok, vous savez qu'aujourd'hui, en protégeant vos cultures, vous êtes assuré d'atteindre tel rendement ou d'aller vers telle chose. Donc, ok, on entend bien qu'il y a une problématique, et on en a parlé tout à l'heure, de réalité économique. Donc, il faut qu'on arrive à pouvoir vous garantir que si vous n'êtes pas dans le schéma qu'on vous a impulsé, qu'on vous a obligé à mettre en place, vous serez garanti, quoi qu'il arrive, d'avoir le revenu estimé de votre culture. Cette démarche, donc, elle a été mise en place en 2014. Aujourd'hui, on parle entre 40 et 50 000 hectares qui sont dans cette démarche-là. Les gens cotisent en fait à un fonds commun, on a entre 3 et 5 euros l'hectare. Et ceci étant dit, ça représente 7 à 10 fois moins que la valeur du traitement par lui-même. Déjà, juste pour le préciser. Et ok, les gens ont signé, les agriculteurs sont partis là-dedans. Et à titre d'exemple, sur les dernières années, ça a concerné l'idée d'aller prendre dans le fond, que des agriculteurs n'aient pas atteint leur objectif de rendement, etc. Ça a été moins de 1% sur ces 40 000 hectares. Marginal, donc. Marginal, rien à voir.
Et après 2 ans d'application, c'est plus de 50% des agriculteurs qui ont changé leur méthode et qui aujourd'hui ne reviendraient pas en arrière. Ne reviendraient pas en arrière, ça me fait penser au tout départ quand on s'est rencontrés, quand on a travaillé ensemble avec les vignerons de Buzet. Je me souviens de Serge Lérisson, le président, qui, dans toutes les démarches initiées par les viticulteurs, m'ont dit aujourd'hui, je ne reviendrai jamais en arrière, je ne reviendrai jamais 20 ans en arrière. Et en fait, c'est ça l'idée. Mais il faut pour autant, donc pardon, je faisais la petite parenthèse, mais c'est parlant et c'est du vrai. Quand tout à l'heure je disais, il faut se parler vrai, effectivement. Côte assurantielle, je pense que ça peut être un outil, un outil de plus pour arriver à sécuriser, se dire sur un territoire, mais ok, comment on peut le faire? Ça marche, on a un exemple concret qui fonctionne, pourquoi pas? Peut faire pour amener le plus grand nombre dans ces démarches de progrès. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à se poser la question de la rémunération des services de pollinisation, de comment élaborer des contrats? Je pense que c'est des points également assez importants. Comment se fait-il que ici en France on ait des niveaux de rémunération qui soient assez significativement inférieurs à ce qu'on peut rencontrer dans d'autres territoires autour de la planète? Oui, effectivement. Tout service de pollinisation doit apporter des garanties à la fois à l'agriculteur qui bénéficie du service et à l'apiculteur. Voilà. Alors effectivement, quand on compare au niveau international, on a parlé des amandiers par exemple, qui est un cas un petit peu extrême, mais bon, on sait qu'une colonie d'abeilles là-bas est rémunérée à hauteur de $200, ce qui est un prix assez hallucinant à notre niveau. Mais finalement, on peut regarder d'autres cultures et on est sur des niveaux toujours un petit peu plus élevés que la rémunération au niveau français. Donc, par exemple, au Québec, vous avez une grande pollinisation qui attire beaucoup d'apiculteurs, qui est la myrtille, qu'ils appellent là-bas le bleuet. On est autour de 100 € pour la pollinisation, tout en sachant que c'est une culture qui va aussi permettre à l'apiculteur de générer du miel. Il y a du miel de myrtille, qui est un miel très valorisé là-bas. Pareil pour l'amandier, c'est une culture qui va stimuler les colonies en tout début. C'est en ce moment que c'est pratiqué, donc sortie d'hiver. J'ai des témoignages d'apiculteurs californiens qui disaient même si on n'était pas payé, on irait quand même à l'amandier parce que ça stimule en pollen et en nectar nos cultures. Voilà. Donc 100 ou $200, je ne sais pas si on parle en euros ou en dollars. Alors je parlais en dollars pour $200 pour l'amandier et 100 € cette fois-ci convertis pour le bleuet, la myrtille. Quand ici en France on tourne autour de... donc on est dans des fourchettes autour de 30, 35, 40, 45 € en général. Ça va dépendre des cultures, mais il n'y a pas énormément d'écart. Et c'est vrai que le fait de monter les prix, ça attirerait de nouveaux acteurs. On voit des exploitations qui aux États-Unis, Canada, se sont presque spécialisées là-dedans. Plus de 80% de leurs revenus est généré par la pollinisation, qui est en plus une sorte de garantie pour les exploitations apicoles. C'est quelque chose c'est un revenu qui est assuré, contrairement au miel où on a des grosses fluctuations. Et vous me faisiez part des réticences de groupes coopératifs que vous connaissez bien dans vos territoires, justement à aller vers cette meilleure rémunération? Voilà, donc pour la pratiquer à mon échelle et puis aussi avec l'exploitation familiale qui a un historique de 35-40 ans sur le sujet, effectivement, on n'est pas tellement poussé en France à le faire, mais je sens que c'est en train de changer là aussi. On est contacté régulièrement par des semenciers ou des producteurs fruitiers. Voilà, avec des cahiers des charges un peu plus structurés et puis une meilleure rémunération. Mais souvent, donc cette meilleure rémunération, elle va aussi amener plus de garanties à l'agriculteur, c'est-à-dire que le travail va être mieux fait, on amènera des ruches en meilleure santé, des colonies mieux préparées, voilà, avec une bonne population, etc. Voilà. Et petite incursion, on va dire environnementale, mais qui est aussi agronomique dans mon propos. Il y a une très bonne étude qui disait en 2016, donc ça a été fait au niveau mondial par un Argentin nommé Garibaldi, qui montrait qu'effectivement on peut amener dans les cultures des abeilles et des bourdons, c'est des insectes qu'on sait élever et qu'on peut apporter en grand nombre et qui font un très bon boulot au niveau de la pollinisation, qui sont assez généralistes. Mais finalement, si on veut optimiser ce service de pollinisation, il faut aussi la présence de pollinisateurs sauvages. Et là, ça va dans le sens justement de toutes les démarches agroécologiques, plus de haies, plus de plantes adventices, comme on pourrait les appeler,
qui nourrissent et qui maintiennent des pollinisateurs toute l'année. Ils ont chacun une activité complémentaire et ils se stimulent les uns les autres. Merci Paul Fère. Yannick Pipineau, vous avez entendu comme moi les propos de Raymond Girardi qui dit assez objectivement il faut réorienter la recherche et le développement pour moins de productivité et plus de résistance quant aux variétés. De votre côté, vous insistez beaucoup aussi sur le fait, attention aux impasses techniques aujourd'hui, parce que, ok, les agriculteurs, pour baisser, réduire l'utilisation des produits phyto, mais il y a quand même quelques situations où on ne sait pas faire autrement qu'avec ces produits-là. Et ça pourrait engendrer des risques d'abandon de culture, finalement, ces impasses-là, si on n'arrive pas à y répondre. Alors oui, avant de répondre, je voudrais, par rapport à ce qui vient d'être dit sur les services de pollinisation et que l'on utilise énormément, enfin, moi dans mon activité, c'est vrai que ça fait très très longtemps que au niveau de la production de semences, c'est une question qui nous obsède aussi, parce que à un moment donné, on nous imposait un temps de ruche par hectare, comme on mettrait un produit au litre par hectare. Et donc, on était arrivé vraiment à une aberration à ce niveau-là, et où même la plupart des agriculteurs ne l'observaient pas, parce que ça allait à l'encontre de la production. C'est-à-dire de mettre des ruches dans une culture qui va être certainement traitée après, alors qu'on peut la mettre 300 mètres plus loin dans un couvert, sous des arbres avec de l'eau. On sait très bien que les abeilles, elles ont un rayon, elles sont pas en laisse, quoi. Donc elles vont où elles veulent. Et même on l'a observé très souvent, où on pouvait apporter des dizaines de ruches près d'une culture à polliniser, et que les abeilles allaient dans la luzerne. Alors la luzerne, c'est un mauvais exemple, mais sur de la chicorée ou sur du tournesol à 1 km, alors qu'on veut polliniser du radis qui est juste là. Donc avec cette expérience, c'est vrai qu'on a travaillé beaucoup, et c'est vrai que au niveau de la rémunération, effectivement, la rémunération de la pollinisation, ça dépend comment on la voit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le but, on peut prendre certains exemples d'autres pays, mais c'est aussi payé très cher parce que c'est de l'usage unique. C'est-à-dire que vous allez poser des ruches, vous allez les reprendre, mais il n'y a plus grand-chose dedans. Enfin, donc à un moment donné, c'est de la perte sèche. Donc là, aujourd'hui, on n'est pas dans cette idéologie-là. Et nous, d'autant plus en production, il ne faut pas oublier que la présence d'abeilles domestiques peut aller jusqu'à accroître de 30% certains rendements grainiers, notamment sur les potagères, où c'est vraiment des très petites quantités qu'on va produire. On va parler de 50 kg à l'hectare, on va parler donc où c'est très très important qu'il y ait une pollinisation qui soit ciblée et efficace. Et c'est vrai que pour ce faire, il faut aussi que les ruches soient travaillées. Il faut aussi qu'elles aient vraiment le but. Donc, en côtoyant mes collègues apiculteurs, j'ai appris le fonctionnement des ruches. J'ai appris que certaines ruches, suivant l'année, suivant le temps, elles ne travaillaient pas pareil. Et qu'une ruche, quand il y a 20 000 abeilles ou quand il y en a 60 000, ça ne fait pas tout à fait le même boulot. Un mot rapide, Yannick, parce que le temps tourne, oui. Et il va falloir qu'on conclue dans pas très longtemps, sur justement les problématiques d'impasse technique. Alors, sur cette problématique-là, donc j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est clairement, on est sur des cycles longs, et je reviendrai sur la problématique de la recherche tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont défiants par rapport à ça, et c'est une grosse problématique aussi, c'est-à-dire que même la voie qui est donnée scientifique, qui était quasiment, qu'on ne revenait pas dessus il y a une quinzaine d'années, on va dire, ou une vingtaine d'années, aujourd'hui on la remet toujours en cause. Et donc c'est une grosse problématique pour nous aussi, parce que des solutions qu'on va trouver qui pourraient être efficaces, meurent dans l'œuf parce que l'opinion publique, la fameuse opinion publique... La sensibilité aussi à ces sujets-là aujourd'hui, qui est entretenue par ailleurs, oui, j'imagine. Et la publicité qui est faite aussi par rapport à ça, parce que c'est vraiment le véhicule. On est sans être pessimiste, mais aujourd'hui on est sur...
on est sur une gestion de peur en fait. Ah oui. C'est-à-dire qu'on remplace une peur par une autre et on est obligé de rassurer les gens. Beaucoup de messages anxiogènes autour de ces sujets. Exactement. Ouais. Alors que la plupart de ce qui se passe sur les territoires, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt du dialogue qui est rassurant et les gens sont plutôt même rassurés de l'agriculture qu'on peut faire. Mais il est vrai que, et nous on le constate, sur certaines productions, notamment sur des potagères fines, sur vraiment des plantes qui vont donner lieu à des légumes aujourd'hui, il y a pas mal de cultures qui peuvent plus se développer ici parce qu'on est dans des impasses techniques. Il y a des risques d'abandon donc de culture. Il y a eu des abandons. Alors c'est dommage parce qu'on est quand même le premier pays exportateur mondial en termes de semences. Avec ça paraît pas. C'est bien de le dire. Ouais, c'est bien de le dire. Avec une balance de plus d'1 milliard quoi. Donc sur de la production agricole. Donc c'est quand même. Merci Yannick Pipineau pour ce propos. Alors 2 questions pour terminer, 2 questions importantes adressées à Bertrand Ozoral et ensuite à Fabien Balaguet. Je vais vous demander de faire court parce que le temps passe vite. Il faudrait qu'on se préserve à peu près une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre aux questions de nos auditeurs. Bertrand Ozoral, vous êtes à l'origine de l'élaboration du label Bee Friendly. Vous y avez beaucoup travaillé, notamment donc avec Pierre-Philippe, je sais, dans la co-construction du cahier des charges. Un mot donc sur ce cahier des charges et la démarche elle-même. Alors il faut faire court, pourtant, sujet qui serait une finalité de toutes nos discussions. Non, en toute modestie, non, je ne suis pas à l'initiative. J'ai participé effectivement dès le départ, mais c'est une initiative à l'origine des apiculteurs. Il y a eu les différents combats au moment des néoniques pour le retrait, donc un combat médiatique, un combat juridique, un combat législatif. Et au-delà de ça, la volonté était de mettre en lumière les agriculteurs qui étaient dans des démarches virtueuses de respect des pollinisateurs. Donc à l'origine, c'est une initiative d'apiculteurs européens qui rassemble et aujourd'hui des experts de l'abeille, des ONG et des experts agricoles également. Pour cela, Bee Friendly accompagne les agriculteurs dans une démarche de progrès qui tend à se questionner sur l'impact des bonnes pratiques pour les abeilles et pour la biodiversité de manière générale. Effectivement, pour favoriser ces bonnes pratiques, on a créé un label. Ce label Bee Friendly, il s'appuie notamment sur 3 grands piliers que sont, il y a 6 items, mais les 3 piliers principaux qui sont l'impact phytosanitaire, l'impact des pesticides, donc c'est diminuer et s'absoudre, et donc l'interdiction d'utiliser des produits de la liste noire. Cette liste noire elle a été concoctée par des experts, par des écotoxicologues, et qui est remise à jour tous les ans en fonction de l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules. L'item biodiversité, en fait, c'est de faire en sorte que dans le territoire de l'agriculteur, il y ait une préservation de la biodiversité et qu'elle puisse fournir en quantité et en qualité de la nourriture tout au long de la saison pour les abeilles. Et enfin, le 3e pilier qui est le lien apiculteur-agriculteur. Finalement, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ça fait partie, la boucle est bouclée dans cette démarche-là. En fait, pour les apiculteurs, qu'est-ce que ça représente un label comme celui-là? C'est s'assurer que dans ce territoire, l'agriculteur qui vient solliciter, qui est entré dans la démarche, déjà il a une sensibilité à la préservation des pollinisateurs, qui est la première marche avant la protection de la biodiversité de manière générale. Donc il est assuré qu'elles évoluent, que nos abeilles évoluent dans un environnement riche et sûr, qu'il y a une transparence sur les pratiques, et puis ensuite il y a un lien social et sociétal, on en a discuté, qui fait en sorte que les uns les autres se parlent et sont valorisés. Et quelques exemples de bonnes pratiques, parce que Pierre-Philippe m'avait parlé du traitement nocturne. Effectivement, les abeilles respectent le couvre-feu à 18h, donc on peut traiter après 18h. On a le droit d'y croire. Non, mais effectivement, ça fait partie, quand on est dans des impasses techniques, et précisément, c'est ce qui nous est arrivé quand on a travaillé sur le référentiel avec les vignerons de Buzet. Le fait de se trouver
confrontés avec des impasses non pas techniques, mais des impasses réglementaires qui obligent les vignerons à traiter pour la cicadelle pour éviter la diffusion de la maladie de l'inflorescence dorée. Et dès lors, on a mis en place avec eux une autorisation de dérogation de traitement nocturne et qui finalement aujourd'hui en est devenu l'essence même quand on ne peut se passer d'utiliser. En fait, l'idée c'est de se mettre toujours à la place de l'abeille et se dire comment je peux faire pour m'éviter un contact avec elle. Voilà. Pardon, ce label Bee-Friendly, il a un logo, j'imagine, on le retrouve où? Oui, effectivement, donc les agriculteurs qui respectent ça, c'est une démarche sur plusieurs années, qui s'engagent avec l'équipe du label, qui sont accompagnés pendant 3 années, mais qui tous les ans sont audités par un organisme certificateur indépendant et qui va pouvoir apposer, cet agriculteur va pouvoir apposer sur le produit fini et parler donc au consommateur. L'idée c'est de partir de la parcelle et de finir au produit fini pour parler au consommateur et lui garantir que ce qu'il y a à l'intérieur de ce produit fini, en l'occurrence du vin, puisqu'on parle du vin, mais de la pomme pour les pomiculteurs du Lime d'Or, à respecter tout un cursus qui préserve les pollinisateurs. Voilà. Merci Bertrand. Fabien Balaguer, on va terminer avec vous cette 3e séquence autour des démarches de progrès pour nous dire en mots rapides, il nous reste peu de temps, mais de l'intérêt et puis de la contribution de l'agroforesterie sur les questions qui nous occupent aujourd'hui. Oui, alors c'est un très long sujet en fait, mais on va essayer de faire court. Simplement, ça résume beaucoup de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. L'agroforesterie, c'est pas simplement planter des arbres, hein. C'est en fait remettre de la couverture végétale sur les sols et à l'échelle aussi du paysage, donc utiliser des plantes géantes qu'on appelle des arbres, de la haie éventuellement aussi, enfin toutes ces formes finalement de végétation pérenne. L'idée, et c'est la bonne nouvelle, c'est que l'agroforesterie est une agriculture intensive, très intensive même, en photosynthèse. Voilà. Et le but du jeu, c'est bien de capter le maximum de soleil, de faire de la biomasse, parce que c'est ça la clé, c'est ça la production première. C'est de l'aliment, c'est de la ressource énergétique, c'est éventuellement du matériau de construction, de la bioéconomie, etc. etc. Mais l'idée, c'est bien ça. Et derrière, on a évidemment tous les enjeux de microclimat, tous les enjeux de cycle du carbone, hein, la biomasse, la photosynthèse, c'est tout ça aussi. Donc en fait, on englobe finalement un ensemble de choses. C'est l'idée, si je résume, de porter l'agroécologie à l'échelle du paysage. Pas simplement à se dire qu'on va traiter des parcelles, des mètres carrés de sol, etc. Mais surtout reconstruire, voilà. Alors durablement et aussi de façon rentable, puisque de toute façon, pour que ce soit durable, il faut que ce soit rentable. Et l'idée, c'est bien que cet arbre, ou ces arbres, en interaction avec des couverts végétaux, etc., de la plante annuelle aussi, évidemment, est une économie propre. Hein. L'arbre devient une plante cultivée qui produit, qui est justement, qui a vocation à être récoltée aussi, hein, donc on les plante et puis on les coupe. Ce n'est pas de la déforestation. Du tout, non, non, c'est de la récolte. La forêt cultivée. Voilà, c'est de la récolte. Alors évidemment c'est dynamique, hein, donc on n'est pas là pour faire des pages blanches. On a surtout dit en introduction que c'était pas l'objectif. Voilà, et donc à partir de là, sur la question de l'abeille plus particulièrement, et ben en fait on peut reconstruire à la fois ces fameux habitats et puis aussi ces calendriers de floraison, ces calendriers d'apport de nourriture tout au long de l'année, hein, puisque l'arbre, le ligneux au sens large, c'est quand même aussi ce qui peut apporter de la fleur en début de saison, hein, on a parlé du noisetier, du saule, etc. C'est aussi ce qui peut apporter du miela, c'est aussi ce qui peut apporter de la propolis, hein, toutes ces ressources qui sont fondamentales à la survie, à la bonne santé de l'abeille. Finalement, et peut-être pour conclure, en fait, il faudra toujours se rappeler, d'après ce qu'on vient de se dire, c'est évident, mais l'abeille est une sentinelle de l'environnement, Bertrand l'a dit, et ces problèmes-là de l'abeille, ce sont en fait des problèmes très systémiques, ce sont des problèmes de paysage. Voilà. Alors évidemment, un insecticide tue les insectes, ça on a compris, mais en fait pourquoi est-on dépendant de ces insecticides, y compris dans l'agriculture? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette dépendance forte? Ben, c'est aussi parce qu'encore une fois il manque de la diversité du paysage, et finalement ce dont a besoin l'abeille, ce dont a besoin le champ de blé, ben, c'est un peu la même chose, c'est de reconstruire tous ces équilibres. Un dernier mot Fabien pour nous dire on en est où du développement de l'agroforesterie en France? Alors j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais en tout cas jusqu'à hier, ça allait pas mal. Et il y a surtout une très forte évolution de la demande
Hein, voilà, donc, la prise de conscience s'est opérée Ah oui, très clairement, très significativement. On a évidemment toutes les formes d'agroforesterie en France. Hein, je rappelle que des formes traditionnelles comme le bocage, par exemple, le bocage normand, le bocage breton, sont des formes très abouties qui fonctionnent très bien et qui sont clairement en phase avec les sujets de société actuels. Voilà. Alors après, on invente aussi, on redécouvre, on adapte. Il y a du travail, mais il y a de la demande.